Ses mains anxieuses sont celles d'un homme qui n'a plus rien. Il va bénéficier du RMI, Revenu Minimum d'Insertion, un événement social qui entre en vigueur en ce début d'année 89. Financé en grande partie par l'impôt solidarité sur les grandes fortunes, lié à un contrat d'insertion, le RMI concerne 350 000 personnes, des jeunes qui n'ont jamais eu d'emploi, des fins de droit et des femmes abandonnées. Novembre 86, ils assassinent Georges Besse, PDG de Renault. Janvier 89, ils sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. C'étaient les 4 dirigeants d'Action Directe. Ils viennent d'être nommés, ils sont 9 et dans ce grand feuilleton français, ils sont chargés du 3e épisode. Après la Haute Autorité, la CNCL, voici le CSA ou Conseil supérieur de l'audiovisuel. À Marseille, Robert Vigouroux refuse de s'effacer devant le candidat officiel du Parti socialiste, Michel Pezet. Résultat, il est exclu du PS, mais il fait toujours partie de la majorité présidentielle. Quant à Bernard Tapie, il est définitivement élu député sous la même étiquette. Début 89, la France découvre le délit d'initié. On connaissait le conseil avisé, l'information confidentielle, voire le tuyau boursier. Mais voilà que les Français apprennent que c'est parfois un délit. Cela donne l'affaire Péchinet que nous raconte Françoise Laborde. À l'occasion du rachat d'une société américaine par le groupe français Péchinet, quelques personnes bien informées spéculent sur le titre. Pendant que se déroule la négociation entre Français et Américains, 200 000 actions sont achetées à 10 $, puis revendues à 56 $, prix offert par Péchinet. Qui sont les acheteurs? Mystère. La SEC américaine, qui surveille les transactions boursières, découvre après coup le poteau rose. 120 000 titres auraient été achetés en Suisse et 60 000 en France par des initiés qui connaissaient le déroulement de toute la négociation. Douche froide en France, le gendarme de la bourse, la COB, se saisit à son tour du dossier Péchinet, jusqu'ici présenté comme une opération industrielle exemplaire. Le collège de la COB identifie les acheteurs français. 2 d'entre eux sont des personnalités en vue, Max Terré et Patrice Pelat, proches du pouvoir en place. Très vite, la rumeur attribue la fuite à l'entourage de Pierre Bérégovoy. Son directeur de cabinet, Alain Boublil, décide de démissionner pour, dit-il, mieux pouvoir se défendre. Montré du doigt aussi l'homme d'affaires libanais Samir Traboulsi, qui a servi d'intermédiaire dans les négociations Péchinet-Triangle. L'affaire est confiée à la justice. Le juge Édith Boisette, chargé de l'instruction, inculpe 5 personnes, dont Patrice Pelat et Max Terré, mais on ne connaît toujours pas les auteurs de la fuite. Quelques semaines plus tard, Patrice Pelat meurt d'une crise cardiaque. Aujourd'hui, Édith Boisette poursuit ses investigations. Elle cherche toujours le bavard. De leur côté, les autorités suisses et américaines continuent de décortiquer le détail des transactions. Aujourd'hui, on estime qu'il faudra encore 1 an d'enquête pour connaître la vérité sur l'affaire Péchinet, dénouement possible à la fin de 1990. So, goodbye, God bless you, and God bless the United States of America. À ce moment précis, au-delà du jugement politique, on a envie d'applaudir. Comme à la fin d'un bon spectacle, quel talent! Celui d'avoir cru très fort au rôle qu'il incarnait, au point de faire passer au second plan les grosses gaffes, l'Iran-Gate, les 36 millions d'Américains sous le seuil officiel de la pauvreté et le déficit de la balance commerciale. Car ce grand communicateur a su en 8 ans rendre à l'Amérique profonde ses certitudes de base, libéralisme, religion, famille, patrie, sans oublier la réduction de l'inflation, la baisse du chômage et surtout la détente Est-Ouest. À l'heure du départ, 68% des Américains jugent son bilan positif, du jamais vu, mieux qu'Eisenhower, le vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Mais Ronald Reagan nous a légué un de ses secrets. Quand j'ai une décision importante à prendre, affirmait-il, je me dis, qu'aurait fait John Wayne à ma place? George Herbert Walker Bush, 65 ans, n'a pas lui l'allure d'un héros de western. Mais depuis 30 ans qu'il fréquente les couloirs politiques de Washington, il connaît parfaitement les mécanismes du pouvoir. Pas de changement radical, a-t-il déclaré, on bâtit sur ce qui a été construit. Le 8 janvier s'éteint à 87 ans Hirohito, empereur du Japon.
Avec 63 ans de règne, un des plus longs de l'histoire du monde, il aura vu son pays passer du Moyen-Âge à l'ère nucléaire. Son fils Akihito, 55 ans, lui succède en inaugurant l'ère de l'accomplissement de la paix. La télévision française, la première chaîne de télévision française, me concède l'honneur de m'adresser pour la première fois. Quelques jours plus tard, c'est au tour de Salvador Felipe Jacinto Dali Domenech, marquis de Dali et de Pubol, de s'éteindre à l'âge de 84 ans. Il aurait aimé, lui aussi, le titre d'empereur, celui de la démesure et de la provocation. Pratiquement ruiné, il lègue la totalité de son œuvre à l'Espagne. Enfin, en Pologne, le général Jaruzelski fait approuver par le comité central le retour au pluralisme syndical. C'est le début d'une incroyable année à l'Est. Après 10 ans d'occupation et de combats violents, les derniers soldats soviétiques quittent l'Afghanistan. L'aventure afghane aura coûté 1 million de morts, 5 millions de réfugiés, mais rien n'est réglé pour autant. Face au régime toujours en place à Kaboul, la résistance est loin d'être unie. Des islamistes extrémistes aux monarchistes, des modérés aux pro-iraniens, tout semble réuni pour que la confusion et les armes règnent encore longtemps dans ce pays. Et non loin de là, un fou ne fait qu'attiser la situation. Le 14 février, l'imam Khomeini appelle les musulmans du monde entier à exécuter Salman Rushdie, le blasphémateur. Le crime de l'écrivain, un livre. Les versets sataniques où le prophète est dépeint sous les traits d'un dépravé. Après le scandale de La dernière tentation du Christ, le film de Scorsese, ce livre provoque une affaire politique, religieuse et internationale que seuls les fous d'Allah pouvaient déclencher. Guylaine Chenu. Des bûchers pour les versets sataniques. Dès la sentence de mort prononcée par l'imam Khomeini, les foules s'embrasent. D'Islamabad à Londres, de Téhéran à New York, des musulmans défilent pour réclamer l'interdiction du livre et la mort pour Rushdie. Des émeutes qui feront 7 morts au Pakistan et en Inde. Symbole de ce décalage, de cet affrontement entre deux cultures, deux civilisations, le livre est interdit dans la plupart des pays islamiques. En Occident, on se l'arrache. Les excuses de Salman Rushdie n'y feront rien. Sa tête est mise à prix. Désormais, il se cache, protégé par Scotland Yard. Un bras de fer s'engage alors entre l'Iran et les pays occidentaux. Les condamnations pleuvent. Khomeini s'obstine. Partout, des maisons d'édition vivent dans la crainte d'un attentat. En France, l'éditeur Christian Bourgois décide de reporter la publication du livre. Certains journaux en publient des extraits. Un débat qui trouble les hommes politiques, les intellectuels, les artistes. Alors que dans la rue à Paris, 1 millier d'extrémistes demandent la mort pour Rushdie. La communauté musulmane affiche ses divisions. Si la majorité s'indigne de l'appel au meurtre, on réclame pourtant l'interdiction d'un livre qui blesse et offense les fidèles. Après la littérature, la musique sous haute surveillance. Rebondissement aux caricatures de l'affaire Rushdie, Véronique Sanson, sous la pression des menaces, retire sa chanson « Allah » de son répertoire. Liberté d'expression et respect des croyances, religion et démocratie, c'est la question de l'intégration de l'islam qui est posée. La nostalgie, c'est se dire que toutes ces années ont passé bien vite. La tristesse, c'est le regret. À la tête de Force ouvrière depuis 25 ans, André Bergeron fait ses adieux. Mais il n'a pas voulu préparer sa succession et après une rude bataille, c'est Marc Blondel qui devient secrétaire général de FO. L'homme qui savait parler aux oiseaux, prix Nobel de médecine, le père de l'éthologie ou science du comportement animal, est mort à l'âge de 85 ans. Konrad Lorenz était autrichien. Aux élections municipales, le Parti socialiste sort vainqueur de la consultation en gagnant 35 villes de plus de 30 000 habitants. La droite parlementaire recule, les Verts et le Front National font leur entrée dans de nombreux conseils municipaux et le Parti communiste poursuit son déclin. Les vedettes de ces élections sont Jacques Chirac, qui réalise le Grand Chelem à Paris, Robert Vigouroux, le dissident, qui gagne Marseille, Michel Noir, qui l'emporte à Lyon, et Catherine Trottmann, socialiste, qui en gagnant Strasbourg devient la première femme maire d'une grande ville. En URSS, pour la première fois depuis la Révolution, des élections qui ressemblent à une consultation démocratique.
184 millions de soviétiques élisent leurs députés. Victoire écrasante des réformateurs dans plusieurs grandes villes. À Moscou, Boris Eltsine, grande gueule de la perestroïka, est élu avec 90% des suffrages. Un sérieux avertissement pour le parti et une victoire pour la politique de changement de Gorbatchev. Au Tibet, la police chinoise tire sans sommation sur des manifestants qui brandissent le portrait du Dalai Lama. Plusieurs centaines de morts. Mais au Tibet, le sentiment nationaliste ne cesse de croître. Au Liban, le danger, la menace permanente empêchent les députés d'élire un président de la République. C'est ainsi qu'un général libanais de 53 ans, chrétien maronite, Michel Aoun, décide de restaurer l'autorité de l'État. Il veut chasser les 35 000 soldats syriens qui occupent son pays et le 14 mars, il lance la guerre de libération. Les semaines et les mois qui vont suivre seront les plus meurtriers depuis 15 ans de guerre. La Corse semble envahie par l'exaspération. Le 15 mars, cela fait déjà 3 semaines que la fonction publique est en grève et une partie du secteur privé débraye à son tour. Au point de départ, la disparité des prix à la consommation entre la Corse et le continent. Les syndicats réclament une prime d'insularité de 1 000 francs par mois. Un conflit qui révèle la fermeté de Michel Rocard. Il est temps que cesse le fait que dès qu'une catégorie sociale descend dans la rue, l'État paye pour arrêter cela. Le 19 mars commence le blocus de l'île. Les bagarres avec les forces de l'ordre ponctuent des négociations qui s'ouvrent, se rompent et reprennent à Matignon. Le travail ne reprendra que le 24 avril, après 9 semaines de grève, laissant l'économie de l'île en piteux état. Les fonctionnaires ont finalement obtenu une indemnité compensatrice de transport de 2 400 francs par an. Les principaux services publics, le Premier ministre. 24 mars, le pétrolier Exxon Valdez s'échoue dans le détroit du Prince William en Alaska. En quelques heures, 38 000 tonnes de pétrole s'échappent du bâtiment. C'est la plus grande marée noire de toute l'histoire des États-Unis. Le désastre écologique est total. Bruno Fuchs. « 22 heures en ce jour de mars, l'Exxon Valdez quitte le terminal pétrolier. 2 heures plus tard, il est échoué sur un récif. 8 de ses cuves sont éventrées. Immédiatement, le pétrole s'échappe du bâtiment pour se répandre sur les plages et les côtes. En 2 semaines, 1500 km sont souillés. À Valdez, c'est la consternation et bientôt la colère. La colère de voir le temps perdu avant de mettre en place les systèmes de défense. Pour tout le monde, c'était la marée noire la plus facile à contenir, mais la compagnie Exxon a fait preuve d'une rare incompétence. Les premiers nettoyages sont même carrément grotesques. Une colère qui redouble lorsque l'on apprend que le capitaine du navire dormait ivre dans sa cabine. Colère aussi contre les réductions budgétaires qui ont affaibli la sécurité, notamment la surveillance radar. Aujourd'hui, le préjudice écologique est colossal. La qualité du saumon, un des meilleurs du monde dans la région, risque d'être altérée. Mais surtout, 1500 loutres de mer sont mortes, des milliers d'oiseaux ont péri, sans compter ceux sauvés par les bénévoles. L'inconséquence d'un capitaine ivre, l'incapacité d'une compagnie pétrolière à s'organiser, et voilà la plus grande catastrophe écologique de l'histoire des États-Unis. Bernard Blier, 50 ans de cinéma, 200 films, vient de mourir. Il avait 73 ans. Réveil pour quelques heures des splendeurs de l'Empire austro-hongrois. Zita de Habsbourg, dernière impératrice d'Autriche, reine de Hongrie, s'est éteinte à l'âge de 97 ans. Son règne n'aura duré que 2 ans, de 1916 à 1918. Le 15 avril, au stade de Sheffield, un simple match de football va se transformer en cauchemar. Près de 100 personnes vont mourir piétinées, asphyxiées. Malgré ses efforts pour lutter contre le hooliganisme, l'Angleterre constate aujourd'hui que c'est tout le système qu'il faudrait réformer. Pascal Gounod. Des fleurs par milliers, un stade transformé en sanctuaire et un hymne, celui du club de Liverpool, devenu requiem en hommage aux 95 morts de Sheffield.
C'est par cette même grille, surnommée aujourd'hui la porte de l'enfer, que 2 jours auparavant, des milliers de supporters se sont engouffrés dans l'enceinte du stade pour assister au match Nottingham Forest-Liverpool. Débordés, les bobbies, les policiers anglais, qui craignaient des incidents à l'extérieur, ont laissé entrer sans la contrôler la foule des spectateurs, ignorant qu'à l'intérieur, les tribunes réservées au club de Liverpool craquaient déjà. Piégés, très vite paniqués, les gens vont tenter par tous les moyens de s'échapper. Les plus chanceux viendront s'effondrer à moitié asphyxiés sur la pelouse du stade. Les autres, ils seront 95 au total, mourront étouffés, littéralement écrasés contre les grilles de sécurité. Ces fameuses grilles installées pour éviter les débordements des hooligans vont relancer le débat sur ce problème, justement, mais aussi celui de la vétusté des stades et de la gestion des clubs de supporters. Pourtant, à Sheffield, comme à Liverpool, on ne souhaite qu'une chose, que le football redevienne un sport inoffensif. En Union soviétique, la répression s'abat sur les nationalistes géorgiens. Une répression qui tourne au massacre à Tbilissi, entre 30 et 50 morts, 250 blessés. Les forces de l'ordre auraient, contre les manifestants, usé de gaz toxiques et frappé à coups de pelle. Bavure, provocation des adversaires de la perestroïka, pas de réponse. 3 jours plus tard, Gorbatchev appelle au calme, mais rejette toute revendication indépendantiste. En Pologne, après 2 mois de négociations, le pouvoir et l'opposition parviennent enfin à un accord. Solidarité légalisée, le pluralisme syndical et politique est restauré, l'opposition fera son entrée au Parlement. Une victoire pour Lech Walesa, mais les Polonais se méfient et attendent des actes. Parallèlement à la baisse de la tension Est-Ouest, nous assistons cette année à une prise de conscience écologique, et ce, à l'échelle de la planète. Comme si, à la peur de notre mort dans une explosion nucléaire, se substituait une autre peur, celle d'une mort plus insidieuse. Bernard Laine. Cette explosion est toute pacifique et n'a rien d'accidentel. C'est volontairement que Soviétiques et Américains continuent de détruire certains de leurs missiles. Ce sont 149 pays qui ont unanimement prononcé la condamnation générale de ces armes. Réunis à Paris en janvier, ils s'étaient engagés à signer un traité interdisant la fabrication des armements chimiques. À La Haye, début mars, 24 chefs d'État demandent la création d'une haute autorité mondiale de l'environnement. Le 13 avril, un chef indien débarque à Paris. Venu du fin fond de la forêt amazonienne, Raoni entame un voyage qui le mènera dans les principales capitales. En quelques jours, il va devenir le symbole vivant de la lutte pour la préservation de notre terre. Il rencontre les plus grands et grâce à la télévision, tout le monde peut entendre son message. En détruisant la forêt vierge, les hommes blancs tuent son peuple et prennent le risque de se détruire eux-mêmes car personne ne sait ce que deviendrait la terre sans ces forêts. Autre inquiétude, le fameux trou dans la couche d'ozone. À Montréal, en début d'année, 30 pays avaient décidé de réduire l'utilisation des aérosols, les destructeurs de cet ozone qui nous protège des ardeurs du soleil. Empêcher la destruction de l'Antarctique, c'est l'obsession du commandant Cousteau. Mais à la conférence de Paris en octobre, seules la France et l'Australie défendront son projet. En fait, avec chacune de ces initiatives, on voit se préciser le nouveau clivage de la rivalité Est-Ouest. On passe à l'incompréhension Nord-Sud, riche contre pauvre. En France, les Verts profitent de cette prise de conscience. Lors des européennes, les électeurs leur donneront 9 députés, 2 de plus qu'au Parti communiste. 13 avril. Dans un village proche de Bethléem, en Cisjordanie, on fête le Ramadan. L'armée israélienne intervient. 5 morts, 50 blessés. C'est une des journées les plus sanglantes depuis le début de l'intifada, qui en 17 mois a fait 400 morts chez les Palestiniens. À Paris, on fête la tour, la seule, l'unique, elle a 100 ans. Elle est toute fraîche repeinte, illuminée, bref, complètement rénovée. Rénovée, un mot qui fait fureur à la même époque dans certains milieux politiques. Les cadets de la droite ébranlent les appareils.
Les rénovateurs mènent une révolte contre les chefs historiques, Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, et rêvent d'une révolution presque tranquille de la vie politique française. Mais le printemps des rénovateurs n'aura duré que 21 jours. Valéry Nataf et Ruth Elkrieff. En cette année du bicentenaire, la droite aurait pu faire sa révolution. Pendant ces 21 jours d'avril, elle n'aura rejoué qu'un mai 68. Comme les Cohn-Bendit ou les Gesmar, Noir, Séguin, Millon ou Baudis ont fait le rêve d'une génération. Mais seulement un rêve, brisé par la réalité. Comme en 68, tout a commencé en mars avec la victoire au municipal des Cadets. Michel Noir à Lyon, Dominique Baudis à Toulouse, Philippe Séguin à Épinal. Les électeurs ont choisi la relève, un nouveau discours, une nouvelle pratique, constatent les nouveaux élus. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Pourquoi pas aux européennes où la droite se présente divisée? Union scandent les enragés. L'imagination doit prendre le pouvoir dans l'opposition, plus de grands chefs, mais une liste rénovée avec de nouvelles têtes, les leurs. De dîners secrets en conciliabule, de serments en manifeste, le groupe des 12 vient au monde. Les rénovateurs sont nés. Devant le Conseil national du RPR, ils affrontent Jacques Chirac. Et à la télévision, ils défient Valéry Giscard d'Estaing. L'opinion s'enflamme, elle marche avec eux. S'il faut dresser des barricades, elle est prête à lancer le pavé sur les chefs historiques. C'est leur 13 mai. Ils sont réalistes, ils demandent l'impossible. Mais les chefs de l'UDF et du RPR appellent à la dispersion et le doute s'insinue. Les 12 se divisent. Doivent-ils rester des enfants terribles et risquer la rupture, ou au contraire revenir dans le giron pour mieux changer les partis de l'intérieur? La réponse des appareils retentit sur un air connu. La réforme, oui. La chienlit, non. Les 12 calent, ils ont perdu. En juin, comme à chaque fois, Valéry Giscard d'Estaing, à l'instar du général de Gaulle, s'impose triomphalement par les urnes. Le rêve est fini. Reste le souvenir d'une belle aventure et une révolution irréversible. La culture de droite change. Rénovation, union, débat, courant, transparence sont entrés dans le nouveau lexique de l'opposition. Désormais, à droite, il est interdit d'interdire. Ou presque. Il avait un look de bon, de brut et de truand. Pour une poignée de dollars, il inventa le western spaghetti. Il était une fois Sergio Leone. À 60 ans, il quitte le saloon, les pieds devant. On lui avait donné le titre de patriarche du cinéma français. Vous croyez au Père Noël? Et si l'on compte l'époque du muet, il a tourné près de 300 films. Charles Vanel s'est éteint à l'âge de 97 ans. Très loin de là, en Chine, un homme, symbole d'une libéralisation qui se fait attendre, vient aussi de mourir. Il s'appelait Liu Yaobang. Dans les heures qui suivent, des jeunes, des étudiants descendent dans la rue. 100 000, 200 000, 300 000. Ils crient « Vive la démocratie, vive la liberté de la presse !» Est-ce une simple fronde, une lame de fond? Jamais, en tout cas, depuis la révolution culturelle, la Chine n'avait connu de telles manifestations. L'homme qui s'interpose pour éviter le lynchage d'un autre déjà blessé, c'est Jean-François Boyer, journaliste à TF1. Nous sommes au Panama et la victime est un des 2 leaders de l'opposition. 3 jours après l'élection présidentielle, le général Noriega refuse d'admettre sa défaite. Le dictateur annule purement et simplement l'élection et ses hommes de main font régner la terreur. George Bush se fâche. Il rappelle son ambassadeur, envoie 2000 marines sans renfort et incite les Panaméens à renverser Noriega. Mais celui-ci, accusé de trafic de drogue, s'accroche et reste encore et malgré tout l'homme fort du pays. L'Argentine est au bord de la faillite. Et les Argentins sanctionnent l'échec économique de Raúl Alfonsín en portant au pouvoir Carlos Menem. Populiste de droite, il est l'héritier de ce mouvement spécifiquement argentin dont la figure historique est le général Juan Perón, mort en 1974. 15 jours après les élections, la démocratie est en danger. Pillages, vandalisme, fusillades, des émeutes de la faim font plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés. Le 29 mai, l'état de siège est décrété.
4 mai, c'est le jeudi de l'Ascension. Jean-Marie Tjibaou et Yewene Yewene, les deux principaux dirigeants indépendantistes, sont abattus par un extrémiste mélanésien. Tués tous les deux alors qu'ils assistaient à une cérémonie religieuse en l'honneur des 19 militants morts à la grotte d'Ouvéa tout juste un an auparavant. En France, l'émotion est très grande. Le Premier ministre Michel Rocard décide aussitôt d'assister aux obsèques. Une manière pour lui de témoigner de la pérennité des accords de Matignon, malgré tout. Valérie Nataf. 2 images et 2 dates se télescopent. Le 26 juin 88, la poignée de main entre les 2 ennemis d'hier scellait un avenir de paix pour la Nouvelle-Calédonie. Et puis, il y a eu les larmes furtives du Premier ministre le 7 mai 89 devant 2 cercueils, ceux de Jean-Marie Tjibaou et Yewene Yewene. Raccourci terrible de l'histoire d'une possession lointaine de la France dans le Pacifique, une histoire sanglante qui avait trouvé son paroxysme sur l'île d'Ouvéa lors de l'élection présidentielle de 88. L'attaque de la gendarmerie, la prise d'otages dénouée par l'assaut de la grotte. Bilan, 4 gendarmes, 19 militants indépendantistes et 2 militaires tués. Cette crise avait ouvert la voie d'une réconciliation fragile entre 2 communautés, les Kanaks et les Caldoches, grâce à Jacques Lafleur, mais aussi, et peut-être surtout, grâce à Jean-Marie Tjibaou. Car il n'était pas chose facile de faire admettre aux indépendantistes qu'il faudrait attendre 10 ans pour que les habitants du territoire se prononcent pour le maintien dans la République ou pour l'indépendance. D'autant que jusqu'à présent, de tels scrutins ont prouvé que les Calédoniens étaient favorables à la souveraineté française, et ce, à une écrasante majorité. Jean-Marie Tjibaou est d'ailleurs abattu par Djoubeli Wea, un homme qui a cru que les accords de Matignon étaient une trahison, la 2e mort des frères d'Ouvéa. Avec le maire de Yengen, disparaît un homme de paix et de dialogue. Avec lui disparaît aussi son fidèle, son double médiatique, son complice, Yewene Yewene. La direction du FLNKS est décapitée et les accords de Matignon soudain comme orphelins. Le mouvement indépendantiste ne leur a à ce jour toujours pas trouvé de remplaçant, mais leur souvenir demeure la garantie la plus forte de la pérennité des accords. Le célèbre rideau de fer, des barbelés électrifiés, est arraché par des soldats. Nous sommes à la frontière austro-hongroise, et pour Budapest, cet héritage de la guerre froide est historiquement, politiquement et techniquement dépassé. Dans les semaines et les mois qui vont suivre, des milliers d'Allemands de l'Est vont profiter de l'aubaine pour s'enfuir à l'Ouest. Dans le même temps, Ceausescu, le dictateur roumain, fait édifier un nouveau rideau de fer sur sa frontière hongroise. Comment dit-on en français, est devenu caduc? Caduc. Ce mot français crépite dans les secondes qui suivent sur les téléscripteurs du monde entier. Yasser Arafat vient de déclarer que la charte de l'OLP était tombée en désuétude. Charte dont l'article 19 stipule que la création d'Israël est illégale, ce qui équivalait pour les Israéliens à une déclaration de guerre perpétuelle. De cette première visite officielle du patron palestinien à Paris, l'histoire ne retiendra donc que ce mot. Mais caduc ne veut pas dire abrogé. Depuis le 15 avril, il ne s'est pas passé un seul jour sans que les étudiants chinois ne descendent dans la rue. La contestation s'est répandue dans la plupart des grandes villes du pays et pour la première fois dans l'histoire de la Chine communiste, le pouvoir ne contrôle plus la rue. À Pékin, notre correspondant permanent, Maurice Olivari. Avec des centaines de milliers de manifestants dans les rues, le calendrier du mois de mai s'annonçait pour les autorités chinoises comme un véritable cauchemar. 1er mai, fête du travail, 4 mai, anniversaire du premier soulèvement étudiant de 1919, et surtout 15 mai, retrouvailles sino-soviétiques par Deng Xiaoping et Gorbatchev interposés. Dès le 1er mai, en investissant au petit matin la place Tiananmen, l'armée chinoise désignait ce qui allait devenir l'objectif et le symbole de ce printemps étudiant. Désormais, toutes les manifestations convergent vers la place. Elles s'y retrouvent pour finalement s'y incruster le 13 mai, l'avant-veille de l'arrivée à Pékin de Mikhail Gorbatchev. Le défi est lancé à la face des dirigeants chinois, piégés par une visite officielle incontournable. Visite perturbée et gâchée, le pouvoir a perdu la face. Le 18, Gorbatchev quitte la Chine. 2 jours plus tard, la loi martiale est décrétée et l'armée pénètre dans la capitale. Une armée à son tour assiégée par les manifestants, neutralisée, puisque nourrie par cela même qu'elle était venue réprimer. Tiananmen tient bon, Li Peng et Zhao Ziyang viennent même s'intéresser à l'état de santé des grévistes. Sans le savoir, l'un d'entre eux signe par là sa victoire et l'autre sa disgrâce. À ce stade, la plupart des grandes villes du pays semblent être passées dans le camp de la révolte. Les 3/4 de la population de Pékin ont été contaminés. La capitale est entièrement aux mains des manifestants.
Et au petit matin du 30 mai, quelques étudiants de l'école des Beaux-Arts mettent la main à la pâte. En quelques heures, ils érigent au centre de Tiananmen et face au portrait de Mao Tse-tung, une statue de la liberté en polyester et plâtre. À la fois fragile et redoutable, cet ultime défi n'aura finalement que 5 jours à vivre. En 5000 ans, la Chine n'a jamais connu la démocratie. Et au regard de l'histoire, les 6 dernières semaines ressemblent à un rêve. Seuls les spécialistes savaient que le pouvoir ne pouvait supporter plus longtemps ce printemps de Pékin. Et avant qu'il ne devienne insurrection, le soulèvement étudiant est écrasé. Jean-Pierre Ferré. Il croyait qu'une poitrine nue pourrait arrêter les chars. Malgré la loi martiale, malgré 300 000 hommes de troupes concentrés autour de Pékin, il pensait que le pouvoir reculerait. Dimanche 4 juin, 0h30. L'assaut commence, place Tiananmen. La foule déchaînée résiste à coups de cocktail Molotov, à coups de gourdin. Il y aura des lynchages, une centaine de soldats périront. Il faudra 16 heures aux forces de Deng Xiaoping et de Li Peng pour contrôler le centre de Pékin. Impossible de connaître le bilan. Pour le pouvoir, on ne compterait que 300 morts, dont seulement 23 étudiants. D'autres sources diplomatiques avancent 5000 morts et plus de 20 000 blessés. Symbole, la statue de la liberté érigée par les étudiants est abattue. Commence alors le temps des arrestations, des dénonciations, des rafles, des procès. Là encore, aucun chiffre digne de foi. 30 exécutions reconnues, des voyous contre-révolutionnaires d'après le pouvoir, on est évidemment loin du compte. Fusillés, fusillés, fusillés. Le silence est retombé, impossible de connaître l'étendue de la répression. Aux États-Unis, la Cour suprême vient de décider que la peine de mort pouvait s'appliquer aux mineurs de 16 à 18 ans. Et puis elle a aussi décidé qu'il en serait de même pour les débiles mentaux. Après 42 ans d'abstinence, la Pologne flirte avec la démocratie. Résultat, un triomphe pour Solidarność. Pour ses premières élections partiellement libres, le syndicat de Lech Walesa remporte tous les sièges accessibles à l'opposition, c'est-à-dire 35% à la Diète et 99% au Sénat. L'échec du pouvoir communiste dépasse toutes les prévisions, mais Solidarność ne s'abandonne à aucun triomphalisme et s'inquiéterait plutôt de voir remis en cause le consensus si durement acquis. C'est un accord sans précédent dans l'histoire des relations Est-Ouest. En signant ce document, Gorbatchev et Kohl s'engagent à lutter pour le désarmement, à se battre pour le respect des droits à l'autodétermination des peuples, avec comme objectif la fin de la division de l'Europe. Un ordre européen pacifique ou une maison européenne commune, déclare Gorbatchev. C'était 6 mois avant l'ouverture du mur de Berlin. La révolution islamique vient de perdre son guide suprême, l'imam Khomeini. Après 8 années de guerre intensive, il a dû négocier avec l'Irak de Saddam Hussein. C'était, selon ses propres termes, boire une coupe de poison. Il laisse l'Iran en proie aux féroces rivalités de ses successeurs et dans un état de délabrement quasi total, après 10 ans de république islamique. Les années Khomeini et un regard sur le futur par Didier Chauffier. Émotion, douleur, simulée ou pas, encouragée sans doute par la présence des caméras, l'après-Khomeini commence le 4 juin dernier au cimetière de Beheshjara. L'Iran pleure avec outrance son imam, le guide suprême de sa révolution islamique. L'Iran bascule dans une ère nouvelle. Devant un gigantesque mausolée qui se veut être une réplique sommaire du centre de pèlerinage de la Mecque, des millions de chiites ont défilé. Tous pensent à Rouhollah Mossavi Khomeini, né en 1902 dans cette maison de la petite ville de Romaine. Sa vocation religieuse, forgée par son père et son frère, tous les deux ayatollahs, et Sayed, descendant du prophète, est donc toute tracée. Il poursuit ses études à Qom, la ville sainte, où il est vite reconnu comme ouléma, c'est-à-dire savant de l'islam et grand ayatollah.
L'avènement du Shah le contraint à l'exil, d'abord en Turquie, puis en Irak, et enfin en 1978 à Neauphle-le-Château. C'est à partir de ce moment que l'Occident découvre l'imam, celui qui est déjà devenu le guide de la révolution iranienne. La destitution du Shah accélère son grand retour préparé depuis longtemps par une véritable cour. Et le 1er février 1979, ovationné, il rentre à Téhéran. La révolution islamique est en marche, régie par la seule loi de Dieu, la charia. Religieux politique pur produit de l'islam chiite, il ignore le compromis, ce qui l'entraîne aux pires excès dans ce qu'il appelle la chasse au Satan et dans une guerre contre l'Irak qui fera 2 millions de morts. Auteur de 2 testaments, il a pour successeur l'ancien président de la République Ali Khamenei, mais le véritable homme fort du régime, c'est Hachemi Rafsanjani. Élu président de la République, il tente de justifier son apparente ouverture vers l'Occident pour faciliter une reconstruction laborieuse d'un pays ruiné malgré les nouveaux billets imprimés à l'effigie de l'imam. 2 vainqueurs aux élections européennes, l'abstention avec plus de 51% et Valéry Giscard d'Estaing pour la liste RPR-UDF qui arrive en tête avec près de 29%. Victoire personnelle pour Giscard, mais pas pour l'opposition qui perd 8 sièges par rapport à 84. Les socialistes, menés par Laurent Fabius, arrivent loin derrière avec 24%. Le Front National se place en 3e position, suivi par les écologistes qui font leur entrée au Parlement de Strasbourg. Simone Veil essuie un échec en se plaçant avec les communistes aux alentours de 8%. Enfin, une surprise avec la liste Chasse et Pêche qui obtient plus de 4% des suffrages. En football, les meilleurs joueurs du moment se trouvent là où on paye le mieux, c'est-à-dire au Milan AC et à l'Olympique de Marseille. Résultat, Milan remporte la Coupe d'Europe et Marseille réussit le doublé en gagnant le championnat et la Coupe de France. À la tête de ces équipes, Silvio Berlusconi et Bernard Tapie. Même génération, même profil. Pour eux, l'argent, ça sert à gagner et ça marche. Il a séduit, il a agacé et il a gagné grâce, dit-il, à Jésus-Christ. À 17 ans, Michael Chang devient le plus jeune vainqueur du tournoi français. En Cisjordanie et à Gaza, les territoires occupés par les Israéliens, la révolte des pierres, l'intifada, s'amplifie et s'éternise. La radicalisation de la population israélienne en cours depuis plusieurs mois s'accélère. Pourtant, en avril dernier, Yitzhak Shamir faisait un pas vers la paix avec un projet prévoyant une autonomie relative de ces territoires. Mais les durs du Likoud, surnommés les Faucons, obligent le Premier ministre à radicaliser son plan. Un attentat meurtrier conforte leur position et le travailliste Shimon Peres, accusé de laxisme, menace de quitter le gouvernement. Mais que ce soit à Paris ou à Washington, l'intransigeance de Jérusalem est de plus en plus mal acceptée. Il incarnait la période dure de la diplomatie soviétique. Il fut ministre des Affaires étrangères pendant 28 ans. Andrei Gromyko meurt à l'âge de 79 ans. Dans le même temps, celui qui incarne le renouveau à l'Est, Gorbatchev superstar, visite la France. Il séduit les Français comme il a séduit le reste de l'Occident. Il dîne rue de Bièvre, signe 22 accords, fait la bise à Marchais et part pour Strasbourg défendre sa chère maison commune européenne. Quelques jours plus tard, ce sont 35 chefs d'État, Cory Aquino, présidente des Philippines en tête, qui débarquent à Paris. Parmi eux, les chefs d'État des 7 pays les plus industrialisés, mais aussi les chefs d'État de 17 pays du Sud. Bien sûr, il y eut de multiples entretiens, mais le symbole voulu par François Mitterrand fut que les représentants des pays riches et des pays pauvres assistent ensemble aux fêtes du bicentenaire et rendent ainsi hommage à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le bicentenaire, dès le début de l'année, l'énoncé de ces 5 syllabes provoque l'irritation des uns ou le scepticisme des autres. Célébrer la Révolution française à travers des cérémonies très officielles, des spectacles, des livres ou encore des gadgets n'était pas évident. Alors, que reste-t-il de ce bicentenaire, si ce n'est de nos amours? Tout d'abord, un 14 juillet pas comme les autres, un montage culotté de notre sans-culotte Jacques Barbeau. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Le bicentenaire, ça ne marche pas.
Voilà ce que l'on pouvait entendre ici et là depuis le début de l'année. Il aura donc fallu attendre le sacro-saint 14 juillet pour que le consensus républicain s'installe 1 mois et demi après Tiananmen. Le défilé des tribus planétaires sur les Champs-Élysées consacre le talent et le style de Jean-Paul Goude, concepteur et metteur en scène de cet opéra-ballet intitulé, bicentenaire oblige, La Marseillaise. Une révolution sans objet n'est plus tout à fait une révolution. Pour certains citoyens, bicentenaire aura donc rimé avec bonnes affaires. Objet labellisé, avez-vous donc une âme? Quant au bide centenaire, il revient à l'exposition Tuileries 89, ouverte en mai puis rebaptisée Aux Tuileries. Un bide relatif, auquel tuile, avec néanmoins 900 000 visiteurs. 92, célébré en 89, c'est Valmy, la bataille qui donna naissance à l'armée républicaine. Jamais autant de livres n'auront été publiés sur un sujet toujours controversé. Jamais autant de séminaires ou de colloques comme celui de la Sorbonne dirigé par l'historien Michel Vauvert. Et puis, 2 films fleuves, 6 heures de projection, Les Années-Lumière et Les Années Terribles. Et au-delà des images et des mots, il restera les grands travaux. Ils n'ont pas de syndicat. Ils n'ont pas le droit de faire grève, ils sont liés par l'obligation de réserve et ils ont le devoir de souffrir en silence. Alors, ils écrivent. Ils écrivent leur ras-le-bol dans des lettres anonymes adressées au ministère de la Défense et à Matignon. Bref, les gendarmes protestent contre leurs conditions de travail et revendiquent des jours meilleurs. 1 mois plus tard, Jean-Pierre Chevènement apaisera leur colère en s'engageant après concertation à satisfaire certaines de leurs revendications. Une année dramatique pour la forêt française. Aidée par une sécheresse sans précédent, les incendies, pour la plupart criminels, ont ravagé plusieurs dizaines de milliers d'hectares. Même les landes, pourtant bien protégées, ont été touchées, comme nous le raconte Benoît Duquesne. Le massif de la Sainte-Victoire ravagé par les flammes, c'est sans doute le symbole des incendies de l'été. En quelques mois, 60 000 hectares sont détruits, 3 fois plus que lors d'une saison ordinaire. Les forêts du Midi et de Corse sont bien sûr les plus touchées, mais pour la première fois depuis 1949, les Landes sont la proie des flammes. Les pare-feux et les tours de guet n'y changent rien, pas plus que les 27 000 pompiers avec leurs canadaires et leurs hélicoptères, et même l'armée appelée en renfort. Dans la plupart des cas, les pyromanes sont à l'origine du désastre, même s'ils ont profité des circonstances, des vents violents et surtout une sécheresse plus impitoyable encore que celle de 1976. Il a fallu rationner l'eau, fermer le canal du Midi et puiser dans les barrages d'EDF. La France a eu chaud. Un duel d'hommes. La veille de l'arrivée, Laurent Fignon avait gagné, 50 secondes d'avance. Le contre-la-montre sur les Champs-Élysées n'y pourrait rien changer, mais Greg LeMond passe l'arrivée 58 secondes avant son rival. L'Américain gagne ainsi la plus prestigieuse épreuve cycliste du monde par le plus petit écart jamais réalisé. C'était un des plus grands chefs d'orchestre, un immense talent et une célébrité amplifiée par un physique de playboy et un regard bleu acier. Herbert von Karajan est mort à l'âge de 81 ans. Elle était moins célèbre et pourtant la France lui doit beaucoup. Responsable du réseau Alliance pendant la guerre, Marie-Madeleine Fourcade, grande dame de la Résistance, est morte le 20 juillet. Elle déferle sur l'été, elle est exotique, elle se danse à deux, et comme pour le slow et le tango, elle permet de dire des choses essentielles sans se parler. L'actualité est chaude, la lambada aussi. En Pologne, après plusieurs semaines d'incertitude et de multiples tractations, les députés de Solidarité et du Parti paysan se mettent d'accord pour former un gouvernement de coalition. C'est ainsi que quelques jours plus tard, sur les ruines d'un parti en pleine décomposition, un non-communiste, le plus discret des mousquetaires de Solidarité, devient Premier ministre au pays de Jaruzelski, Gilles Boulot.
Ce jour-là, même les applaudissements avaient un son différent, adressé à cet homme de 62 ans, figé, fatigué, maladroit. Il s'appelle Tadeusz Mazowiecki, il est le premier chef de gouvernement non communiste à la tête d'un pays de l'Est depuis 45 ans. La victoire de Mazowiecki, celle de Solidarité, intervient 2 mois après la débâcle du Parti communiste, lors d'élections législatives pourtant étroitement surveillées. La Pologne découvre le visage de cet intellectuel catholique modéré, conseiller de Lech Walesa. Il a connu les geôles de Jaruzelski. Il apparaît 7 ans plus tard sur les écrans de la télévision d'État. À ses compatriotes, il promet de la sueur, des larmes et de l'inflation. Après 45 ans d'économie planifiée, de pénurie, de marché noir, c'est le pays tout entier qui dérive. La dette, 240 milliards de francs. Le revenu par tête inférieur à ce qu'il était en 1970. La productivité nulle. Le zloty, devise officielle, depuis bien longtemps monnaie de singe. Contraint et forcé, le Parti communiste partage donc le pouvoir. Il laisse la maison Pologne en état de délabrement avancé. Le nouveau gouvernement a mis en place un programme de sauvetage, une course contre la montre, la démocratie, la vraie, ou la mort par asphyxie. Dans le camp d'Auschwitz, mémoire du mal absolu, des religieuses s'accrochent à leur Carmel. Elles refusent de partir, soutenues par Monseigneur Glem, primat de Pologne, qui rejette les accords de Genève. Des accords prévoyant le départ des carmélites et signés 2 ans auparavant par toutes les parties concernées. Les organisations juives protestent, l'Église se divise, la polémique s'étend. Alors que depuis la fin de la guerre, juifs et catholiques ont entrepris de se rapprocher, l'entêtement et la bêtise malmènent ce processus. Des relents d'antisémitisme jaillissent ça et là, et ce n'est qu'en septembre, après de trop longues semaines de polémique, que le Vatican finit par trancher. Il faut respecter l'accord, les religieuses doivent partir. En 1984, ils avaient déjà assassiné le ministre de la Justice et le directeur du principal journal libéral. Mais en Colombie, personne, en dehors de quelques opérations contre des laboratoires clandestins, personne n'avait osé s'en prendre ouvertement aux trafiquants de drogue. Infiltrés dans l'armée, la police, les partis, disposant d'une puissance financière comparable à celle de l'État, les cartels semblaient intouchables. Mais tout a changé le vendredi 18 août. Jean-François Boyer. Il aura fallu la mort de Luis Carlos Galán, en qui chacun voyait déjà un futur président, pour plonger la Colombie dans une guerre impensable quelques jours auparavant. Au lendemain de l'attentat, le gouvernement décrète l'extradition des narcotrafiquants réclamés par les États-Unis et, pressé par Washington, lance une rafle gigantesque. Des centaines de résidences, des milliers d'hectares sont saisis. Le monde ahuri découvre le fabuleux trésor amassé par les patrons des cartels. Sur le seul marché américain, la cocaïne rapporte 650 milliards de francs par an. Armée et police découvriront en quelques semaines 1 tonne d'armes et de dynamite et porteront quelques coups significatifs au système de communication très sophistiqué des narcoterroristes. Mais à la fin août, les principaux chefs courent toujours et leurs milices rendent coup pour coup après les premières extraditions, assassinant juges, journalistes et bientôt hommes politiques. Bogota et Medellín apprennent à vivre au milieu des bombes. Soufflant le chaud et le froid, les narcotrafiquants parlent alors de négocier. Fabio Ochoa, le père de 3 des chefs du cartel de Medellín, propose un marché. La fin des extraditions, l'amnistie contre l'abandon des propriétés saisies et la fin du trafic. Refus catégorique et réitéré du président Barco. Mais chacun se demande combien de temps politiques et militaires menacés et parfois complices pourront refuser le dialogue. Au Liban, cela fait 6 mois déjà que le général Aoun a lancé sa guerre de libération. Mais la pression syrienne est de plus en plus forte. Et en ce mois d'août 89, après 15 ans de guerre, Beyrouth franchit un pas de plus vers l'enfer. Quant au général Aoun, il résiste, avec la conviction d'un homme qui veut entrer dans l'histoire, avec le titre de libérateur du Liban. Michel Floquet. 10h25, au bout de 140 mm, tout près de l'hôpital Saint-Charles, les dégâts sont matériels. En recevant ce matin-là les premiers rapports militaires, le général Aoun ignore encore qu'il va vivre les jours les plus durs de sa guerre de libération déclenchée 6 mois auparavant. Quelques heures après, tout Beyrouth s'embrase.
Pendant 4 jours, le Liban va vivre ses bombardements les plus terribles en 15 années de guerre. Les Syriens et leurs alliés et l'armée d'Aoun échangeront jusqu'à 100 000 obus en 24 heures. Pour les Beyrouthins, qui croyaient avoir tout vu, c'est l'enfer. Ils vont passer ces 4 jours terrés dans les abris sans jamais oser sortir. Ces bombardements déclenchés par les Syriens ont un but, préparer l'offensive terrestre sur Souk el-Harb, ce verrou stratégique qui commande l'accès au palais présidentiel et à Beyrouth-Est. Après des combats d'une extrême violence, on s'est battu parfois à l'arme blanche, les hommes d'Aoun repoussent l'offensive, le général Chrétien est sauvé momentanément. Mais la situation est à ce point détériorée que la France fait appareiller le Foch pour les côtes libanaises. Nos diplomates, eux, font le tour des capitales. Et les 17 et 18 août, Alain Decaux rencontre au Liban toutes les parties en présence. Le mois d'août s'achève sur un calme relatif et un bilan précis. Pour 6 mois de guerre, 756 morts, 3546 blessés, presque tous civils. Il y a 12 ans, les Américains lançaient dans l'espace Voyager 2. Jeudi 24 août, voici ce que la sonde spatiale nous envoie de Neptune, la plus mystérieuse planète du système solaire. Ces images ont franchi 4,5 milliards de kilomètres. Mardi 19 septembre, le vol UT-772 ne répond plus. Le DC-10 de la compagnie française UTA, parti de Djamena pour Paris, vient d'exploser en plein vol. 170 passagers, 170 morts. C'est l'attentat le plus grave que la France ait jamais connu. Dans le désert nigérien, on retrouve les débris de l'avion sur 50 km², mais aussi des traces d'explosifs. L'enquête, confiée au juge Bruguière, s'orienterait sur la piste de Palestiniens dissidents manipulés par la Syrie. En URSS, plus les mois passent, plus la perestroïka avance. Mais les peuples qui constituent l'Empire soviétique profitent de cette bouffée d'air et ils réclament le respect de leur identité nationale. Certaines républiques veulent même faire sécession. L'Azerbaïdjan et l'Arménie sont au bord de la guerre civile. Chaque semaine, chaque jour, de nouvelles manifestations sont organisées. En fait, ce sont tous les peuples opprimés, déportés sous Staline, qui relèvent la tête. Gorbatchev rejette toute idée d'indépendance, mais propose une super fédération des républiques autonomes. En Afrique du Sud, l'histoire s'accélère. Le parti nationaliste au pouvoir depuis 1948 s'est en effet débarrassé de Peter Botha, surnommé le vieux crocodile. Il est remplacé par le très médiatique Frédéric de Klerk, homme d'ouverture qui promet des réformes. Mais dans ce pays aux 6 millions de blancs et aux 30 millions de noirs, seuls les blancs ont encore eu le droit de vote aux dernières élections législatives. Isabelle Marc. Image extraordinaire. Desmond Tutu au balcon de l'hôtel de ville du Cap, décoré aux couleurs de l'ANC. Nous sommes le 13 septembre, une semaine après les élections législatives, ensanglantées par 23 morts dans les townships. C'est pour protester contre ces morts que plus de 30 000 personnes sont venues. Mais ce qui frappe, c'est que c'est la première fois depuis 30 ans qu'une telle manifestation est autorisée. Cette atmosphère de liberté était impensable il y a encore quelques semaines. Tout ce mois de septembre, le Cap vit au rythme des manifestations et des funérailles, des heures exaltées. La seule intervention policière est celle de ce lieutenant qui dénonce les méthodes de ses collègues. En quelques jours, il devient une star des médias. C'est sûr, ça bouge en Afrique du Sud. Frédéric de Klerk a succédé à Peter Botha. Le dialogue avec l'opposition noire prend le pas sur la rigidité. Mais cet Afrikaner New Look a une marge étroite. Pressé de donner des gages de sa bonne foi, il doit tenir compte de l'extrême droite très puissante. Mais il multiplie les gestes symboliques, le plus spectaculaire étant la libération de 8 prisonniers politiques enfermés depuis 25 ans. C'est le prélude à celle du plus vieux détenu de la planète, Nelson Mandela. De Klerk décrète la fin de l'apartheid sur les plages et bientôt dans les lieux publics. Il annonce des zones où pourront cohabiter les Sud-Africains de toute race. Mais le président aura fort à faire pour donner un visage plus présentable d'une Afrique du Sud toujours soumise à l'état d'urgence. Avec une limite de taille, pas question de laisser la majorité noire gouverner le pays. Des vents qui soufflent à 230 km/h, des vagues atteignant 10 mètres de hauteur. En Guadeloupe, on avait beau l'attendre, on ne pensait pas qu'il cognerait aussi fort. Et malgré toutes les précautions prises, Hugo, le cyclone, laisse derrière lui 5 morts, 85 blessés, 12 000 sans-abri et d'énormes dégâts matériels. Poursuivant sa route vers les Caraïbes, il fera 20 victimes supplémentaires. Élection sénatoriale, pas de bouleversement.
Stabilité sauf pour le RPR qui gagne 10 sièges au détriment du centre. Quelques jours plus tard, après de nombreuses manœuvres politiciennes, Alain Poher se succède à lui-même pour la 8e fois. Toute sa vie, il a écouté, regardé et aimé les gens. Une formidable enquête et une œuvre immense avec plus de 500 titres traduits en 55 langues. Georges Simenon, le père du commissaire Maigret, est mort à l'âge de 86 ans. « 15 secondes. La Californie a tremblé pendant 15 secondes. Épicentre du séisme, San Francisco. Le plus spectaculaire et le plus meurtrier, l'effondrement d'une partie du Bay Bridge. 75 morts, 1500 blessés. Un bilan presque heureux si l'on considère l'intensité de la secousse. Les multiples précautions antisismiques ont sauvé la vie de centaines de personnes. Mais tous les Californiens savent qu'un jour, ce sera pire. Pour les fonctionnaires des impôts, cela fait déjà 4 mois de grève. Le conflit est dur, mais les négociations sont engagées. Chez Peugeot, la grève commencée début septembre ne fait que se durcir devant le refus de négocier du PDG, Jacques Calvé. Autant de catégories sociales qui veulent profiter tout de suite du retour de la croissance. Laure de Breuil. La grève s'installera là où personne ne l'attendait, à l'usine Peugeot de Mulhouse. Les ouvriers n'acceptent pas les 2,7% d'augmentation annuelle octroyée par la direction, alors que la société affiche de confortables bénéfices. Je suis câbleuse, j'ai 10 ans d'ancienneté, je gagne 5200 francs. Une semaine plus tard, Sochaux-Lassage, berceau des Peuges, se joint au mouvement. Des défilés quotidiens dans les ateliers perturbent le lancement de la 605. À Mulhouse, la forge occupée jour et nuit deviendra symbole d'une dignité retrouvée et du refus d'un système social archaïque. Souvenez-vous du rodéo mené en pleine nuit par des cadres pour déloger les grévistes. Symbole aussi d'un fort mouvement de solidarité, 5 millions de francs seront récoltés. Les femmes, elles aussi, tiennent bon. Jacques Calvé affronte l'orage de face, même lorsque le canard enchaîné révélera son salaire. Il lui faudra 6 semaines de conflit, la nomination d'un conciliateur, 50 000 véhicules perdus et de longues négociations pour qu'il fasse un petit pas, 500 francs de plus pour les bas salaires. Les grévistes sont déçus, mais fiers car, disent-ils, rien ne sera plus comme avant. Conditions de travail vieillottes et salaires insuffisants forment aussi la trame du deuxième grand conflit de l'automne, celui des agents des finances. Des manifestations en rafale amèneront plus de 80 000 fonctionnaires sous les fenêtres du ministère des Finances. Ils obtiendront une revalorisation de 415 francs mensuels et des crédits de modernisation. Le travail reprendra lentement et dans l'amertume. Ce conflit témoigne de la profonde crise d'identité de l'administration française. Au Panama, Noriega, le général corrompu et truqueur d'élections, nargue encore les Américains. Il vient de déjouer un coup de force dirigé contre lui. Une tentative de putsch soutenue par Washington, qui malgré les pressions économiques, diplomatiques et militaires, n'arrive pas à se débarrasser de cet ancien de la CIA. Un foulard noué autour du visage de 3 collégiennes. Un foulard qui soulève les passions et déclenche un débat national. À Creil, les 3 jeunes musulmanes invoquent la liberté religieuse et le droit à la différence. Le proviseur, qui s'oppose au foulard, invoque la laïcité. Hommes politiques, intellectuels, religieux, tous ont une position bien tranchée. Guylaine Chenu. C'est aux portes de ce collège que tout va commencer. Leïla, Fatima et Samira veulent porter le foulard islamique à l'école. Ernest Chénière, le proviseur, s'y oppose. Après des semaines de négociations, c'est l'impasse. Le conflit de Creil devient une affaire nationale. À Paris, on manifeste pour le port du voile. À peine quelques centaines d'extrémistes, les mêmes qui étaient descendus dans la rue pour réclamer l'interdiction des versets sataniques. Même si beaucoup ne voient dans cette polémique une manipulation des intégristes, le débat fait rage. 2 conceptions de la laïcité s'affrontent, le principe de neutralité d'un côté, aucun signe religieux à l'école publique, le principe de tolérance de l'autre, pas d'exclusion d'élèves. Le débat traverse tous les courants politiques, éparpille la gauche à quelques semaines du congrès du Parti socialiste, sème la discorde chez les militants antiracistes et fait voler en éclats beaucoup de certitudes.
réaffirmer la laïcité de l'École. À l'Assemblée nationale, Lionel Jospin réaffirme les principes de la laïcité et recommande le dialogue plutôt que l'exclusion. Une position qui ne peut contenir ni les passions ni les critiques. Pour éteindre l'incendie qui se propage, Jospin fait alors appel à un arbitre, le Conseil d'État. Rentrée scolaire dans la bousculade, les professeurs refusent d'accueillir les jeunes filles voilées en cours. Les deux partis campent sur leur position, évoquent les mêmes arguments, les mêmes principes, tolérance et liberté. Dans un souci d'apaisement, le Conseil d'État rend un avis très modéré. Le voile n'est pas incompatible avec la laïcité, au chef d'établissement de l'autoriser ou l'interdire. Le prix Nobel de la paix est décerné au Dalai Lama. Apôtre de la non-violence, chef spirituel des Tibétains, il incarne la résistance de son peuple à l'assimilation forcée au sein de la Chine communiste. Le prix de cette résistance s'élève à 1 million de morts en 30 ans. 4 mois après Tiananmen, cette récompense est aussi un camouflet pour Pékin. À l'Est, il représente en quelque sorte l'avant-garde. Cela fait en effet près de 2 ans déjà que les Hongrois réclamaient et obtenaient par petites touches un retour à la liberté. Aujourd'hui, en Hongrie, le multipartisme est reconnu, la presse se libère et des élections auront lieu au printemps prochain. Mais la période de transition qui s'ouvre sera difficile à gérer. Les Hongrois craignent que les Européens de l'Ouest, bousculés par tous les changements à l'Est, ne les oublient. Arlette Chabot. Les Hongrois se sont d'abord attaqués aux symboles, démantelés en mai le rideau de fer qui les séparait de l'Autriche. Les morceaux de barbelés ne sont plus que des souvenirs. 7 octobre, l'autodestruction. 80% des délégués du congrès du PC votent la disparition du Parti socialiste ouvrier hongrois et font naître le Parti socialiste hongrois. Un mot a disparu et c'est la fin de la dictature du prolétariat, la reconnaissance de l'économie de marché. Évolution douce, le parti change, mais le président Renzo Neyers reste le même. Les plus radicaux ont dû accepter un compromis. Alors, d'autres symboles tombent encore. L'étoile rouge, emblème du parti, ne brille plus. Elle est arrachée des uniformes et des drapeaux. Le 23 octobre, jour du déclenchement de l'insurrection de 1956, appartenait aux opposants au régime. Cette année, le pouvoir tend la main à ses adversaires. Le 23, déclaré journée de réconciliation nationale, a été choisi pour la proclamation de la République de Hongrie. Le mot populaire a été rayé. Le président par intérim annonce aussi les changements de la Constitution. Elle reconnaît désormais les valeurs de la démocratie bourgeoise, c'est-à-dire le multipartisme et les élections libres. Les Hongrois, consultés 1 mois plus tard par référendum, décident que le prochain président sera choisi par les députés qu'ils auront élus au printemps 90. La période de transition qui s'ouvre risque d'être délicate avec une crise économique grave. Comme le dit l'hymne national, « Seigneur, bénis les Hongrois, le peuple a longtemps payé pour les temps passés et ceux qui viennent. » Les changements en Hongrie et en Pologne ne pouvaient manquer d'avoir des conséquences sur l'un des régimes les plus durs de l'Europe de l'Est, celui d'Erich Honecker en RDA. Dès l'ouverture du rideau de fer entre la Hongrie et l'Autriche, début mai, des milliers d'Allemands de l'Est avaient déjà cherché à s'enfuir. Puis ils se mettaient à prendre d'assaut les ambassades ouest-allemandes, surtout à Prague, où début octobre, ils étaient près de 10 000 hébergés dans des conditions dramatiques, attendant l'autorisation d'émigrer vers l'Ouest. Pierre Thivolet. Dans les premiers jours d'octobre, pour les Allemands de l'Est, la route de la liberté passe par la Tchécoslovaquie et par l'ambassade d'Allemagne de l'Ouest à Prague. Tout l'été, plus de 20 000 d'entre eux, en vacances en Hongrie, ont en effet déjà profité de l'ouverture de la frontière entre ce pays avec l'Autriche pour passer à l'ouest. Mi-septembre, Berlin-Est interdit donc à ses ressortissants de se rendre en Hongrie. La Tchécoslovaquie reste alors le seul pays où ils peuvent se rendre sans visa. Dès la fin septembre, sautant les grilles, bousculant les policiers, plus de 10 000 d'entre eux trouvent refuge dans des conditions terribles dans les locaux et les jardins de l'ambassade ouest-allemande à Prague. Après des jours et des nuits d'attente, Berlin-Est donne finalement son accord pour que tous ces réfugiés partent vers l'ouest et soient évacués jusqu'à Hof en Bavière. Au même moment, à Berlin-Est, le régime communiste fête le 40e anniversaire de la RDA. Défilés au flambeau des jeunesses communistes, parade militaire dans la grande tradition staliniste, Erich Honecker, à la tête du pays depuis 18 ans, paraît tenir fermement les rênes du pouvoir.
Mais le 7 octobre, à peine Gorbatchev est-il reparti à Moscou, que 10 000 manifestants descendent dans les rues de Berlin-Est, jusque sous le nez des dirigeants du Parti communiste, pour réclamer la perestroïka pour l'Allemagne de l'Est. Une manifestation brutalement réprimée par la police, mais bientôt suivie par d'autres manifestations encore plus importantes, comme tous les lundis soirs à Leipzig. Honecker est alors obligé de céder, et le 18 octobre, Egon Krenz, épaulé par des réformateurs, lui succède à la tête du parti. Malgré le changement, les manifestations continuent, de plus en plus importantes, et la fuite vers l'ouest des Allemands de l'Est prend l'allure d'un véritable exode. Fin octobre, le gouvernement de Berlin-Est paraît bien impuissant. En manifestant par centaines de milliers, les Allemands de l'Est ont fini par faire tomber Erich Honecker, qui depuis 18 ans dirigeait son pays d'une main de fer. Honecker parti, place au changement, place à l'ouverture démocratique, place à l'ouverture tout court, celle des frontières et celle du mur de Berlin, dans la soirée du jeudi 9 novembre, que nous fait revivre Pierre Thivolet. Et soudain, il n'y eut plus de mur. Dans la soirée du 9 novembre, Berlin-Est annonce que les Allemands de l'Est peuvent désormais voyager librement. Par petits groupes, incrédules d'abord, puis par dizaines, par centaines de milliers, les Allemands de l'Est passent alors à l'Ouest, pour quelques heures ou pour quelques minutes, pour l'immense joie d'être enfin libres. Toute la nuit, Berlin, coupé en deux depuis 28 ans, fête ses retrouvailles. Et sur le mur fermant la porte de Brandebourg, l'arc de triomphe de Berlin, des milliers de jeunes se mettent à danser. L'ouverture du mur stoppe momentanément la fuite des Allemands de l'Est vers l'Ouest. Mais très vite, la découverte de la société de consommation ouest-allemande est un choc psychologique énorme. Le 20 novembre, au cours de la manifestation traditionnelle du lundi soir à Leipzig, les premiers slogans en faveur de la réunification apparaissent. Le thème est alors repris en RFA par le chancelier Kohl qui, le 28 novembre, présente un plan en 10 points visant à réunifier l'Allemagne dans le cadre de structures confédérales. En RDA, début décembre, la rue maintient sa pression sur le gouvernement du communiste réformateur Hans Modrow, qui doit se lancer dans une chasse à la corruption et fait arrêter Erich Honecker et les principaux anciens dirigeants communistes. Le public découvre alors leurs villas, leurs réserves de chasse ou leurs comptes en Suisse. Puis la population s'en prend à la Stasi, la police politique que le gouvernement est obligé de dissoudre. Mi-décembre, l'opposition obtient enfin que des élections libres soient organisées le 6 mai prochain. Afin de s'y préparer, le SED, le Parti communiste est-allemand, se choisit de nouveaux dirigeants, une nouvelle idéologie social-démocrate, un nouveau nom. Mais ce nouvel emballage permettra-t-il aux anciens communistes est-allemands de retrouver la confiance de la population? La RDA survivra-t-elle en tant qu'État à l'année 90? Après la Pologne, la Hongrie et l'Allemagne de l'Est, 21 ans après son printemps étouffé par les chars soviétiques, la Tchécoslovaquie stalinienne s'effondre à son tour. Et il aura suffi d'une manifestation étudiante, réprimée avec violence, pour transformer cette jeunesse calme en une armée de combattants de la liberté. Une jeunesse vite rejointe par le peuple tout entier. Viviane Jungfer. Aujourd'hui, Moscou et ses alliés condamnent la répression du printemps de Prague. Les communistes tchécoslovaques croyaient leur pouvoir immuable. En 3 semaines à peine, la rue a imposé l'automne de la liberté. La coordination étudiante devient la locomotive de la contestation. L'opposition se rassemble en un forum civique conduit par le dramaturge Václav Havel. À Prague, place Venceslas, chaque jour plus nombreux, les manifestants réclament la chute du régime et des élections libres. Venu de Bratislava, cet homme qui court apeuré a rendez-vous avec l'histoire. 21 ans après son éviction, Alexandre Dubček est acclamé dans la capitale. Miloš Jakeš est